J'invite Nicolas Roux à venir s'installer sur le devant de la scène pour poursuivre notre journée. Éclairage, partenariat Banque de Gênes International avec les centres de ressources, c'est votre job Nicolas, les centres de ressources régionaux, nationaux, à travers notamment l'exemple du bananier. Nicolas, vous êtes responsable scientifique du CGIAR, vous allez nous dire exactement ce que c'est bien sûr, mais je peux dire que c'est le regroupement international des banques de Gênes. On peut dire ça, Nicolas, ou pas? Oui, mais c'est pas, comme l'a dit Jacques, c'est pas que les banques de Gênes. Ouais, c'est pas que ça. Allez, vous allez tout nous dire, ouais. C'est à vous, je vous en prie Nicolas. Voilà, merci beaucoup. Et je tiens à remercier de donner cette opportunité de parler de mon travail. Alors, je ne suis pas un enseignant, et donc pour moi, faire ce rôle d'enseignant, mais... Parlez bien dans le micro, Nicolas, collez à la bouche. D'accord. Et donc d'abord, merci à l'Institut Agro-Fondation et le CMAE qui sont co-organisateurs de cette journée, les semences pour demain. Et merci spécialement à Emmanuel Geoffroy qui m'a contacté. On s'est connus, vous avez tous entendu parler de l'ISHS en 2022, en août 2022. Beaucoup de monde, du monde entier ici pour ce grand événement qui a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Et le prochain, j'en fais la pub encore, c'est au Japon, hein, c'est ça, à Kyoto en 2026. Et j'ai donc fait mes études, mon master à Gembloux, je suis belge, et là-bas, quand j'étais à Gembloux, j'ai fait une spécialisation en horticulture, et on parlait tout le temps d'Angers, et en disant Angers, c'est le modèle. Et donc là, près de 40 ans après, enfin, je me retrouve à Angers devant vous. Ça ne va pas être facile. Et je trouve aussi cette initiative vraiment très, très intéressante de faire travailler les enseignants-chercheurs avec les étudiants, bien sûr, et le secteur industriel, parce que c'est quelque chose qui manque peut-être au CGIAR, on en a en plein dedans. Donc vous êtes peut-être aussi un exemple là-dessus, de travailler plus avec le secteur privé, le secteur industriel, notamment pour les semences dont tu parlais, le système semencier. Alors ma présentation... Ah oui. Ma présentation aura 2 parties. Une première partie qui est donc ce partenariat des banques. C'est un nouveau rôle que j'ai. Et la deuxième partie sera peut-être plus active, disons, plus concrète. Pendant 20 ans, j'ai dirigé une banque de Gênes qui est la seule en Europe du CGIAR et qui est sur le bananier. Mais avant de commencer, j'aimerais demander qui connaît le CGIAR? Qui a entendu parler du CGIAR? Levez la main. Ah, quand même. Je pensais qu'il y en avait moins que ça, d'accord. J'ai une petite anecdote à ce propos. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas le CGIAR. Et j'étais la semaine passée, on a eu notre réunion annuelle des banques de Gênes à Lusaka, en Zambie. Et souvent, vous savez, quand vous arrivez à un endroit qui n'est pas connu, on nous avait dit, vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui sera là avec un panneau. Et sur le panneau, il n'y avait pas marqué CGIAR, il y avait marqué cigare. Et on était tous sur des... Bon, il y a un boulot à faire au niveau de CGIAR. On est en train de parler de changer de nom parce que cigare, pour des gens qui travaillent pour le développement, c'est pas formidable. Et alors, je vais quand même donner une introduction sur le CGIAR. Quand est-ce que c'est né? C'est né à partir de la Révolution verte. Ça, je pense que vous avez entendu parler, hein, dans les années 60. Et le père de la Révolution verte, quelqu'un le connaît, son nom? Qui a eu le prix Nobel de la paix, Norman Borlaug. Ouais. Et donc, il l'a reçu en 1970. Et c'est à partir de là, donc, il a commencé avec le blé. Et il a réussi à sauver des millions de vies. Et notamment, ça a été transféré en Inde. Et dans les années 70, ça a été très important. Et c'est là qu'il a donné le nom de CGIAR. Et tu disais qu'il y avait 13 centres, mais oui, maintenant, il y a 13 centres à cause des fusions. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en réalité, il y a 15 centres. Et sur ces 15 centres, il y en a 11 qui ont des banques de Gênes que je vais détailler plus tard. Mais en tout cas, merci Jacques pour avoir parlé de pas mal de choses, notamment ce lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée qui est très importante, dont s'occupe le CGIAR. Et j'espère, après cette présentation, que vous serez intéressés à travailler non seulement en France, mais au niveau... parce que là, on va partir dans le Grand Sud. Alors, je commence. Évidemment, la diversité et les banques de Gênes. Vous savez qu'il y a environ, ça a été le grand boom dans les années 80, suite à la convention de Rio, l'importance des ressources génétiques. Et des banques de Gênes existent, on en compte plus de 1750, je crois même près de 1800. Dans les années 80-90, ça poussait comme des champignons.
Mais quand on parle de banques de gènes, on parle de différents types de banques de gènes. Il y a des banques de gènes communautaires, et il y a des banques de gènes privées, il y a des banques de gènes nationales et internationales. Et ces banques de gènes ne conservent pas toujours un seul type de variété. Moi, je vais vous parler de la banane où c'est un seul type, mais très souvent, dans les collections nationales, ils ont très grande quantité de cultures et souvent des cultures très peu connues. Et puis, il y a le traité international qui a démarré en 2004 et qui permet à ces banques internationales d'être considérées comme des biens publics, c'est des biens de l'humanité. La banque de gènes qui est en Belgique, dont je vais parler tout à l'heure, n'appartient évidemment pas à la Belgique, mais nous, les agents ou le staff du CGIA est responsable de les maintenir aux plus grandes qualités. Et donc l'objectif, évidemment, on va en parler, on a entendu parler dans la présentation, l'importance de ces banques de gènes qu'elles jouent dans l'agriculture, la restauration et dans l'utilisation. Alors commençons par les grands défis. On a parlé du changement climatique, il y en a d'autres, notamment celui de la fin zéro. Vous avez tous entendu parler des ODD, donc en français c'est ODD, c'est Objectif de développement durable, et toute organisation de recherche a pour objectif d'arriver en 2030 à obtenir, dont l'un, c'est plus de faim dans le monde. Évidemment, ça sera difficile d'ici 2030, qui n'est que dans 6 ans, même pas 5. Et donc le CGR joue vraiment le gardien de ces collections qui sont les plus diverses dans le monde, mais qui ne conservent pas toute la diversité. Et il est important d'avoir accès à ces variétés, évidemment, pour l'amélioration, et on considère différents types de variétés. On parlait beaucoup de semences, mais il y a aussi des arbres forestiers, des plantes fourragères, et tout ceci a évidemment un grand impact sur les revenus de l'agriculture, sur la nutrition, et sur la santé environnementale, et notamment la résilience climatique, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et depuis que la création de ces banques de gènes, il y a eu des milliers de demandes, et que ça continue encore, qui émanent de chercheurs, et de personnes qui travaillent dans l'agriculture du monde entier. Et chaque année, nous devons fournir ce matériel. Et de plus en plus, les progrès de l'intelligence artificielle vont permettre, et ça je vais en parler tout à l'heure quand je vais aller dans l'exemple concret du bananier, utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour faciliter l'utilisation essentiellement. Et donc, je disais, ces banques de gènes sont des biens de l'humanité, et nous avons des obligations. Et la plus importante, c'est l'article 15 du traité international qui dit que ces banques de gènes doivent être gérées à des normes internationales. On utilise les standards qui ont été développés par la FAO en 2014, et toutes ces banques de gènes, on doit absolument les suivre. Et on doit faciliter l'utilisation. Alors, peu de gens le savent, mais n'importe quel chercheur peut demander des collections, ce que j'appelle des accessions. Alors, je suppose que vous savez, quand on parle d'accession, je vais souvent utiliser ce mot. C'est donc les variétés, chaque variété qu'on maintient dans les banques de gènes, et qui sont numérotées, très bien inventariées. Et donc, il s'agit de aussi faire bénéficier les pays du Sud qui ont très souvent la plus grande diversité se trouve dans les pays les plus pauvres. Et un exemple, Madagascar. Et donc, le traité international permet à ces pays-là de bénéficier. Il y a ce qu'on appelle un fonds spécial qui permet de bénéficier. Donc, quand une entreprise veut utiliser ce matériel, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le cas du Canada, ils doivent normalement verser un fonds pour permettre à ces pays d'en bénéficier. Un autre institut très important, c'est le Crop Trust. En français, on dit le fonds fiduciaire qui a été créé d'ailleurs par l'organisation pour laquelle je travaille. C'était dans les années 2000, et qui permet... Donc l'idée, et tu l'as présenté dans ta présentation, là, ceux qui reçoivent le Food Prize, là ça va être en fin octobre, c'est justement parce qu'ils ont eu l'idée géniale, donc Carrie Fowler et Geoff Atwin, ont eu cette idée de créer un fonds fiduciaire, c'est-à-dire on met de l'argent, l'idée c'était de 500 millions, maintenant on parle de 900 millions en banque,
Et rien que les intérêts permettent de financer toutes les banques internationales. Et maintenant, c'est en train de passer aussi à d'autres, petit à petit, à des collections nationales. Et c'est pour ça qu'ils ont ce prix aussi. Et en même temps, le Svalbard, je vais en parler tout à l'heure. Et donc l'important, c'est au sein du CGIAR, donc ce n'est pas que les banques de gènes, mais les banques de gènes, c'est quand même quelque chose qui est vraiment centre. On parle maintenant du One CGIAR, il y avait dans ta diapo, on n'a pas arrêté d'aller de réforme en réforme, de fusion et de fusion. Par exemple, le centre pour lequel je travaille s'appelait avant IBPGR, enfin INIBAP parce que c'était vraiment la banane. On a fusionné pour former Bioversity, qui après maintenant fusionne avec un autre qui s'appelle CIAT. Enfin, je vous passe les détails. Et maintenant, on parle du One CGIAR. Et à ce propos, CGIAR, vous savez que le quartier général est à Montpellier. Depuis 2012, il a bougé de Washington, c'était à la Banque mondiale, et c'est en 2012, ils ont choisi entre 5 villes, et c'est Montpellier qui a eu la chance d'être là. Donc, c'est important de le savoir. On compte beaucoup sur la France pour faire le lien, non seulement, et notamment à travers les étudiants, c'est une chose qui est importante. Et donc, toutes ces banques de gènes doivent suivre ce qu'on appelle des objectifs de performance. Et le premier, c'est que notre matériel doit être disponible à la distribution. Alors ça paraît simple comme ça, mais il faut être certain que quand on distribue du matériel, il ne soit pas infecté et qu'il soit vraiment ce qu'on dit qu'il est. Donc là, on est passé de 66% à 82% et notre but, c'est d'arriver à 90% de disponibilité. Et il faut que ce matériel soit sécurisé, donc il soit dupliqué dans un autre centre, et même parfois dans 3 centres, enfin 3 endroits différents, et c'est possible dans un autre pays. Et donc on est à 55, ça c'est toutes les collections réunies, les 11 collections, et on est à 80%, là aussi on devrait arriver à 90%. Et on n'arrête pas d'améliorer la façon de travailler, je vais aller plus en détail quand je vais parler du cas de la banane. Et on doit aussi essayer de rationaliser, parce que on se rend compte que dans beaucoup de collections, il y a énormément de duplicats et tout ça. Et maintenant, avec les nouvelles méthodes de biologie moléculaire, on arrive à rendre ces collections vraiment uniques. Mais qu'est-ce qu'une accession unique? C'est très difficile à déterminer parce qu'elle peut se comporter dans un pays d'une certaine façon et un autre pays complètement différemment. Il n'y a pas que de la génétique là-dedans, comme tu le disais. Et on a travaillé sur beaucoup d'infrastructures. Je ne sais pas si vous avez entendu, en anglais, c'est Future Seeds, donc c'est mis à des semences de demain d'ailleurs, Future Seeds. Et donc c'est une banque de gènes qui se trouve en Colombie et qui est vraiment le nouveau modèle de collection. Et donc on a distribué plus de 26 millions d'échantillons dans plus de 120 pays. Et donc, l'idée, c'est de montrer un impact. Et un des impacts, c'est la pomme de terre Mathilde, mais aussi le manioc résistant à les maladies. Je vais donner encore d'autres exemples. Et on travaille essentiellement pour le système national de recherche, NARS en anglais, mais aussi pour des organisations non gouvernementales et des différentes communautés. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc, tu parlais de l'innovation génétique. On a un système maintenant c'est un aspect... donc, il y a 3, ce qu'on appelle c'est en anglais le mot qui vient, mais des endroits de recherche. Et un très important, c'est tout ce qui concerne les ressources génétiques. Et donc, la première, c'est évidemment... ça marche, ça? Non. Ouais. Donc, c'est ce qui concerne les banques de gènes ici et leur utilisation. Il y a tout ce qui est l'amélioration génétique. Et peut-être le mot que tu cherchais tout à l'heure, c'était le segment de marché, donc c'est les product profiles. Ouais. Et donc, ce lien, le réseau qui est très important avec les NARS. Et ensuite, il y a tout l'aspect... on doit toujours améliorer les technologies. Et par exemple, les technologies, l'édition des génomes, tout ça, ça rentre dedans. Et évidemment, et là, c'est tout le système semencier dont tu parlais tout à l'heure. Et là, vous savez, sur la carte, tous les centres CG concernés, ils ne sont pas tous là, c'est que ceux qui ont des banques de gènes. Et vous voyez, ce réseau de banques de gènes dont je vais parler, le premier, donc, le seul en Europe, c'est celui-là. Donc,
c'est la collection dont je parlerai tout à l'heure qui est basée en Belgique. Mais il y a aussi donc l'Icarda, vous avez été en Syrie et a bougé au Maroc et au Liban. On a le CIMIT, qui est responsable du maïs et du blé, qui est au Mexique. On a ici le CIAT, donc maintenant ces deux organisations ont fusionné, c'est la banque de gènes je parlais. Et là c'est le CIP avec responsable de la pomme de terre. On a Africa Rice, c'est donc le riz pour l'Afrique. L'ITA qui a plusieurs plantes, notamment le manioc, l'igname. Et ILRI qui est plus les plantes fourragères pour l'élevage et les plantes forestières. ICRAF, là nous avons ICRISAT, responsable des différentes plantes, notamment les pulses, les plantes légumineuses. Et ici, l'IRI qui est responsable du riz. Voilà. Et donc, quel est le rôle de banque de gènes dans le système d'amélioration? Donc, ça, c'est le pipeline qui est le plus développé. Et donc, on a ce qu'on appelle, avant de commencer un système d'amélioration, il faut savoir et faire une étude du marché, qu'est-ce qui est demandé. Hein, donc, ici, ça ne marche pas ça. Hein. Et donc, faire ce qu'on appelle le product design. Et là où interviennent les banques de gènes, c'est quand on cherche des traits d'importance, donc ce qu'on appelle aussi le gene discovery, ça se fait à travers les gènes. C'est une grande discussion en ce moment entre les gens qui travaillent dans l'amélioration et ceux qui travaillent dans la banque de gènes, qui s'occupent du pre-breeding. Parce que donc, avant de trouver une variété intéressante, il faut faire énormément de croisements. Est-ce que c'est le rôle des banques de gènes? Et c'est une discussion qui, à mon avis, n'aura jamais de fin. Et puis donc, après, développer ces variétés, et puis là, vous avez toutes les étapes jusqu'à ce que il y a l'enregistrement et donc ce système semencier qui est évidemment très important avant de lancer une nouvelle variété. Mais revenons aux banques de gènes et donc la biodiversité, c'est vraiment, ça a été dit au tout début à l'introduction, c'est ce qui permet de travailler en amélioration. C'est vraiment le matériel de base et c'est leur utilisation que chaque banque de gènes essaye de démontrer, et donc notamment les espèces sauvages qui sont très importantes pour l'amélioration, qu'on parle intrust, c'est-à-dire en fiducier, dans les banques de gènes du monde entier. Et maintenant, je vais rentrer plus dans le détail, comment est-ce qu'on travaille dans cette initiative de banque de gènes. Et donc, ce programme, c'est même plus qu'un programme, initiative, on l'appelle, donc à 4 parties. Et la première, c'est vraiment garantir, c'est sur la conservation, c'est vraiment s'assurer que c'est les 4 objectifs de performance, donc disponibilité, sauvegarde, bien documenté et utilisation du système de qualité le meilleur qui soit. Le deuxième Work Package, c'est il y a toujours de la recherche à faire quand on travaille sur une banque de gènes. Et donc, notamment, je vais en parler plus en détail après, la cryoconservation pour les plantes à multiplication végétative ou les semences récalcitrantes. Mais c'est aussi important pour... donc, on fait beaucoup d'améliorations sur l'indexage, notamment pour les problèmes de virus. On utilise une nouvelle technologie. Et donc, tout ça, ça permet de mieux conserver. Donc, il y a toujours une part de recherche, parce que beaucoup aussi dans le CGIAR, je suppose que c'est la même chose pour vous, les banques de gènes, beaucoup de gens pensent que c'est mettre des graines dans un bâtiment et puis terminer. Non, c'est beaucoup plus que ça, il y a de la recherche. Une banque de gènes n'est pas fixe, ce n'est pas un musée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et utiliser le plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a le troisième Web Package qui consiste à utiliser le maximum. On est évalué sur l'utilisation de ce matériel. Et pour qu'il soit utilisé, il faut évidemment qu'il soit bien caractérisé, savoir de quoi il s'agit, et évalué. Et c'est là on parlait de l'évaluation participative, est très importante parce que ça permet de savoir si ce matériel est très intéressant. Et donc, le dernier Web Package dont je suis responsable, c'est renforcer la capacité. On s'est rendu compte que le CGIAR, je ne crois pas que tu vas me contredire, pendant longtemps a été un peu critiqué, parce que était un peu dans sa tour d'ivoire, développer leur variété et parfois rentrer en compétition avec les programmes nationaux, ce qui est absolument inadmissible. Et donc, en ce moment, on est en train de revoir ça et travailler beaucoup plus avec les programmes nationaux. Et donc ça, c'est
un peu mon rôle de s'assurer qu'on s'occupe spécialement des pays à plus faible revenu là-dessus. Bon, on va aller un peu plus en détail maintenant. Et voilà, donc ici, vous voyez tous les centres. Enfin, c'est essentiellement ceux qui multiplient des plantes par graines, parce qu'on classe, nous, les plantes à multiplication par graines et les plantes à multiplication végétative. Alors moi, je suis plus un spécialiste des plantes à multiplication végétative. Alors, ne me demandez pas trop sur les graines, mais vous avez beaucoup parlé. Il y a beaucoup de spécialistes ici là-dessus. Alors, vous voyez ici, donc, ça, c'est au fil des années. Donc, vous voyez qu'on doit améliorer. Et la ligne rouge, c'est les 90% qu'il faut atteindre. Et le seul qui a dépassé vraiment, c'est l'IRI. Donc, l'IRI, donc responsable du riz, c'est la plus avancée. Et donc, parce qu'ils ont obtenu les 90%, le Crop Trust leur finance à vitam aeternam ce qu'on appelle les fonctions basiques de conservation. Et l'ITA aussi pour les graines, hein, c'est uniquement les graines ici. Et l'ICRISAT viennent d'avoir ce contrat à long terme. Je crois qu'il y a Africa Rice aussi qui est sur le point de l'avoir l'année prochaine, et ICRISAT aussi qui devrait l'avoir dans pas longtemps. Il y a on est évalué, audité par des experts extérieurs pour s'assurer qu'on obtient les 4 objectifs dont je parlais tout à l'heure. Et là, ça vous donne un peu le chiffre de grandeur l'ordre de grandeur de ce que nous conservons. Mais l'important, c'est l'utilisation. Et donc, vous voyez, l'utilisation au fur et à mesure des années, il y a eu une grande demande, et puis ça descendit. Puis là, en 2023, juste après le Covid, on a distribué 200 000 échantillons en plus de 68 pays. Et voilà les pays donc en gris là, auxquels on a distribué. Donc ça, c'est toutes les 11 banques de gènes réunies. Essentiellement, on distribue à des instituts comme l'équivalent du CIRAD ou l'INRAE ici en France, et les universités, essentiellement pour la recherche, mais aussi dans des programmes nationaux en deuxième lieu. On commence un petit peu dans le système commercial. Il y a évidemment des fermiers qui s'organisent entre eux, des coopératives qui demandent du matériel, et très peu évidemment au niveau individuel. Et voilà, je vais donner quelques exemples d'utilisation qui montrent un peu l'impact de ces collections. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la traduction de ce sunpest, mais en fait, c'est plusieurs insectes qui attaquent le blé. Et donc, c'est un très grave problème, surtout en Asie centrale. Et il y a 80% de pertes, et donc ce blé ne peut plus être utilisé pour fabriquer du pain. Et donc, grâce à un outil, d'ailleurs tout à l'heure, j'avais parlé du Generation Challenge Programme, je crois que certains d'entre vous ont entendu parler de ce programme-là. On a travaillé sur des subsets, c'est-à-dire essayer de voir, parce que ces collections sont énormes, voir quelles sont faire une collection de références, disons, pour un trait bien particulier, et ça a beaucoup aidé. Ensuite, il y a eu donc étude de la génomique et voir comment elle se comporte vis-à-vis des plusieurs ravageurs et des changements climatiques. Et le phénotypage a beaucoup aidé, la caractérisation. Et grâce à ça, donc, ils ont obtenu 8 accessions venant de races locales. Donc, on screen carrément toute la collection. Et ça a permis donc avancer dans l'amélioration génétique et obtenir une variation assez importante, et donc de pouvoir enregistrer ces variétés. On travaille aussi beaucoup avec les agriculteurs. Et là, c'est l'exemple justement de l'Icarda, où Jacques a travaillé. Et donc, on insiste beaucoup sur le flux bidirectionnel, c'est-à-dire que les banques de gènes du CGIAR ne doivent pas être simplement pour recevoir du matériel. Il faut qu'on distribue du matériel et travailler avec les agriculteurs directement pour voir. Et donc, il y a une grande demande de ces variétés locales un peu perdues. Et Icarda est un meilleur exemple pour l'utilisation de vieilles variétés. Et donc combattre dans les zones vulnérables au changement climatique, mais aussi pour l'insécurité alimentaire. Et donc maintenant, je vais parler plus, donc, le domaine qui m'intéresse le plus, c'est donc le partenariat avec les programmes nationaux. Et donc, il est divisé en plusieurs domaines. Il y a ce qu'on appelle le gap analysis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une collection, comment savoir si on a vraiment toute la diversité. Et ça, il y a des études, donc c'est des spécialistes là, mes collègues, qui s'occupent
avec des systèmes d'informatique, à comprendre mieux ce qui manque dans nos collections, et notamment toutes les collections ont un grand manque dans tout ce qui est les espèces sauvages. Ensuite, il y a l'aspect évidemment très important de s'assurer que le matériel soit sain. Les méthodologies n'arrêtent pas d'évoluer. Maintenant, avec le séquençage, ça va très vite. On découvre de plus en plus de virus. Parfois, ça nous fait peur parce qu'on se dit qu'on ne va plus pouvoir distribuer notre matériel. Mais bon, certains sont bénins. Et notamment, et là, il y a la stratégie de cryopreservation, surtout pour les plantes clonales. Il y a tout l'aspect policy. Donc, on a des experts. C'est mon collègue Michael Elwood qui travaille donc au traité international et qui nous permet de dire si ce qu'on fait est correct ou pas et nous mettre chaque fois sur le droit chemin. C'est pas toujours facile. Et puis donc, moi, je travaille plus sur les aspects liens avec les programmes nationaux. Et on travaille dans région par région. On travaille surtout région par région parce que le traité international travaille comme ça. Et donc, ils se réunissent chaque année. Il y a tous les pays, il y a plus de 152 pays qui appartiennent. Et donc, c'est eux qui ont le mot à dire. Et c'est très important de convaincre ces pays-là de leur importance, de faire savoir quelles sont les demandes, quels sont les problèmes qu'ils ont. Bon, évidemment, on ne peut pas répondre à tous les problèmes. Et donc, il y a ce qu'on appelle les compliance reports. Ils doivent chaque année ou tous les 2 ans remplir un document pour dire quels sont les problèmes. Et nous, on essaye de choisir dans les capacités. Et on travaille région par région parce que les demandes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, mais souvent très similaires. Et donc, oui, l'important, c'est donc axer notre aide selon les besoins. Donc, on doit réunir. Là, j'étais il y a 2 semaines pour la première réunion pour l'Asie et le Pacifique. Et on a fait une réunion. On passe à travers il y a à peu près 8 opérations de base dans une collection. Et on va à travers tout ce qu'on appelle les SOP, donc en français, je ne sais pas, c'est les Standard Operating Procedure, donc les opérations de standard. C'est les protocoles que tout le monde doit suivre. Et on essaye d'aider les programmes nationaux à suivre ces programmes. Et c'est suivre ces protocoles. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est utiliser les programmes nationaux très souvent, ou régionaux, et qui eux ont déjà fait tout le travail de savoir quelles sont les priorités. Et donc on travaille, c'est pas à nous qui venons souvent d'un autre continent de dire voilà sur quoi il faut travailler. Et donc on travaille main dans la main avec ces organisations pour s'assurer qu'il y ait le plus grand impact possible et ne pas former des gens qui ensuite travaillent sur autre chose. Ce n'est pas toujours très facile parce que je crois que dans les banques de gènes, il y a toujours cette vue que le travail n'est pas gratifiant parce que pas de recherche. Mais je vais vous montrer dans l'exemple de la banane qu'on peut faire de la recherche tout en travaillant dans une banque de gènes. Et donc ensuite, il faut que le but de ça, c'est évidemment s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de distribution de matériel et de l'information qui est liée à ce matériel. Car conserver du matériel qui n'a aucune information ne sert pratiquement à rien. Et donc, c'est très important de garder cette information. Et encore, je donnerai l'exemple de la banane. Et s'assurer que le matériel est dupliqué, sauvegardé dans un autre endroit est aussi quelque chose d'important. Et donc, on est en train de monter des projets pour les pays du Sud avec le traité international. Et donc, on est en train de développer des critères de sélection. Et maintenant, on rentre dans un nouveau cycle, parce que le CGIAR est en réforme perpétuelle, et on se prépare pour le 2025-2030. Ça a été soumis le 12 septembre, ce projet, des banques de gènes. Et pour le moment, il y a une grande discussion de savoir si les banques de gènes vont être dans le système d'amélioration. Et nous, on aimerait plutôt indépendant, parce que tout ce qu'on distribue, ce n'est pas que pour l'amélioration génétique. Parfois, il y a l'utilisation directe. Et c'est un peu contesté par les breeders, évidemment, parce que distribuer du matériel direct, ça rentre un peu en compétition, mais je pense qu'on peut arriver à un arrangement. Et j'en parlerai encore dans l'exemple de la banane. Mais donc, la vue, c'est donc, vous voyez, ici, c'est les 11 centres. On a les banques, et GHU, c'est donc les Germplasm Health Unit, donc c'est les unités pour la santé des plantes. On travaille en étroite collaboration. Et nos partenaires,
on suit, ici, le policy, c'est essentiellement le traité international. Vous avez ici tous les centres concernés par les banques de gènes. Et on crée des communautés de practice. Alors, on a une communauté de practice sur des thèmes bien particuliers, sur comment gérer les données, comment s'assurer qu'on a une bonne qualité. On a un groupe pour les plantes à graines, plantes à multiplication végétative, et puis une thématique sur tout ce qui est les lois de ressources génétiques et changement des ressources génétiques. Et moi, je m'occupe spécialement sur le système global, donc comment travailler avec les programmes nationaux. Et on crée, là tout à l'heure j'ai entendu parler d'un MOOC sur les semences, ce serait intéressant qu'on échange parce qu'on est en train de créer la même chose, donc un cours en ligne et qui va être ouvert, qui existe déjà sur le traité international, sur tout ce qui est policy des ressources génétiques. C'était avant que au sein du CGIAR, maintenant c'est ouvert sur l'extérieur et ouvert sur les programmes nationaux. Et on est en train de développer un sur les semences, donc c'est intéressant qu'on en parle tout à l'heure. Et voilà donc toute l'équipe qui est impliquée là-dedans. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les Gene Bank Managers, c'est les responsables des collections. Là, vous avez Bart Panis qui a repris le flambeau de la banque de gènes en Belgique. Et donc là, je m'occupe plus de renforcer le système global, c'est-à-dire travailler avec les programmes nationaux. Maintenant, en bout, on va passer sur la deuxième partie. J'espère que je suis dans les temps, ça va? Alors, avant de rentrer là-dedans, je vais vous demander une question. Pour vous, combien existe-t-il de variétés de bananes dans le monde? Toutes les bananes, il y en a combien? De variétés différentes. Non, dans les banques de gènes, il y a évidemment plein, mais qui soient uniques. Variétés comestibles. Pardon? Ah, tu les as regardées sur Internet? Oui, c'est ça. Bravo. Parce que j'ai fait la même question en Allemagne. J'étais invité sur l'équivalent du Salon de l'agriculture et on me disait 10, 20, 50. Mais en effet, il y en a 1000. Bravo. Je pensais... Bon, alors, rentrons dans le monde de la banane dans lequel je travaille depuis 36 ans. Alors, le programme de banane, donc ça c'est au CGIAR, et c'est pour bien montrer que ce n'est pas que la conservation des plantes. La conservation, évidemment, joue un rôle primordial, c'est le centre. Donc ça c'est la collection avec 1700 variétés, 1705 exactement. Accession, je vais toujours utiliser le mot accession, donc c'est gardé in vitro, et ça c'est donc dans l'université catholique de Louvain. Et évidemment, ce matériel, pour le rendre plus intéressant, il faut faire des analyses moléculaires, génomiques, bioinformatiques. Et on doit aussi le caractériser au niveau moléculaire, mais aussi au niveau des serres et faire une évaluation. La différence entre caractérisation et évaluation. Caractérisation, c'est comprendre la forme des feuilles, la couleur, pour les distinguer l'une par rapport à l'autre. Mais l'évaluation, c'est vraiment le travail de trouver pour quels traits sont intéressants, soit résistance à la sécheresse ou aux maladies, ou un goût particulier, au niveau nutritionnel aussi, c'est très important. Et enfin, donc ça c'est un peu le plan de ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc évidemment, on doit tout ce qu'on fait en serre ou en laboratoire, il faut le tester, le valider au champ, et donc système de production. Et on travaille beaucoup avec les agronomes ou des phytopathologistes pour évaluer ce matériel. En haut, c'est pour une maladie dont je vais parler tout à l'heure, qui fait des ravages sur la banane. Vous avez certainement entendu parler de la TR4, donc la maladie fusariose. Et en fait, on revient 50 ans en arrière parce que vous savez que la banane qu'on mange ici, c'est la Cavendish. Et c'est qu'un seul clone. C'est le pire exemple de diversité. On parlait tout à l'heure des problèmes de diversification. Et la banane, si on ne fait pas la diversification, la Cavendish, on n'a pas de remplacement. Et il y a 50 ans, la variété s'appelait... C'est toujours un nom... Enfin, la Cavendish la plus connue, c'est Grande Naine. Mais il y a 50 ans, on avait la Gros Michel. Et la Gros Michel a été infectée aussi par la fusariose race 1.
Et c'était la fin de l'industrie de la banane, surtout en Amérique latine, qui faisait un grand boom dans les années 50-60. Et c'est un mutant spontané qui a été découvert dans le sud de la Chine et nord du Vietnam, qu'on a appelé grande naine parce qu'elle est grande, elle a sauvé de la maladie, et elle est en même temps plus petite, elle est naine, et c'est pour ça grande naine. Mais maintenant, cette grande naine est affectée par une nouvelle race, qui s'appelle la race 4, et qui était simplement en Asie, et petit à petit, elle est arrivée en Afrique, mais elle ne s'est pas encore répandue. Zimbabwe, et pas tellement répandue en Afrique, heureusement. On a eu très peur parce qu'en Afrique de l'Est, il y a un type de banane qu'on appelle les bananes d'altitude, donc qui ont beaucoup d'amidon, et qui sont des bananes à cuire, et qui sont très importantes. Un pays comme l'Ouganda mange 400 kilos par personne par an, donc c'est 1 kilo par jour. Donc c'est matin, midi et soir. Il y a le matoke qui est en Ouganda, qu'on appelle, qui est la nourriture de base, et qui veut dire en même temps nourriture, et en même temps c'est la banane, pour dire c'est très important. Donc on a eu très peur, parce que là, pour la sécurité alimentaire, et Mozambique n'est pas très loin, donc on a tout de suite testé, grâce à la banque de gènes, on a rapidement testé, et on s'est rendu compte, heureusement, elles sont plutôt résistantes, tolérantes, disons. Bon, je m'éparpille, je continue. Donc la collection, alors vous savez, quand on parle d'une collection, on parle d'une collection active et une collection de base. Et la collection active, pourquoi active? Parce que c'est la distribution. Alors vous avez souvent, on l'appelle l'ITC. Alors ça, c'est assez unique dans le CGIA. Pourquoi l'ITC? Parce que les gens qui ont créé cette collection l'appellent un centre de transit. En fait, toute collection du CGIA devrait être un centre de transit. Pourquoi transit? Parce que ce n'est pas notre but de garder une variété. L'idée, c'est évidemment l'obtenir, la caractériser le mieux possible, éviter qu'il y ait des maladies, s'il y a dans les plantes in vitro, surtout les problèmes de virus, et surtout de la distribuer. Et donc ça a été créé en 1985, et donc elle est hébergée par l'Université catholique de Louvain. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'Université de Louvain, mais il y a 2 universités de Louvain. Il y a la vieille et la nouvelle. Et là, c'est la vieille. Donc c'est catholique. C'est pour ça que c'est écrit en néerlandais. Mais que les Belges peuvent comprendre les situations. Et donc, ces collections, comme toutes les autres du CGIA, sont en fiducie, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous, elles sont sous l'égide de la FAO. Et pour la banane, c'est vraiment la plus grande collection au monde, avec donc 1705 accessions qui sont maintenues in vitro et qui viennent de 40 pays différents. Soit ça a été des donations par les programmes nationaux, soit ça part des missions de collecte. Et donc, vous voyez, ça a commencé en 85, et il y a eu un grand boom dans les années 80 pour conserver le maximum de variétés. Et donc, c'était essentiellement des donations. Il y en a fait aussi pas mal de missions de collecte. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le centre de diversité de la banane, c'est où? J'aide un peu. Ah non, j'ai pas mis le pays là. Non. Ah si, je dis là. C'est donc la diversité, c'est Pacifique, l'Asie du Sud-Est. Donc c'est essentiellement là qu'on fait les missions de collecte. Et puis après, vous avez encore un pic ici, là, vers 2009-2011. C'est suite à un projet avec le Diversity Trust, qu'on appelait le Regeneration Project. Et donc on est allé collecter plus de matériel. Et on a essentiellement collecté du matériel sauvage. Et là, on est en train de développer une collection de graines. Donc que les bananes sauvages ont des graines. Hein. Au début, la banane, il y a des milliers d'années, on n'avait que des bananes comme ça. Il n'y avait pas les bananes comme nous mangeons aujourd'hui. Et c'est un mutant, là encore, qui a fait que... Donc c'est des bananes diploïdes. Et maintenant, la plupart des bananes comestibles sont triploïdes, bien qu'il y ait des diploïdes sans graines aussi. Et donc l'autre aspect, une fois qu'on a obtenu ce matériel, c'est juste pour vous montrer que donc... c'est très important de vérifier l'état sanitaire des matériels, car ici vous avez l'exemple de 2 virus, le Banana Bunchita virus qui existe en Asie, qui existe en Afrique, mais qui n'existe pas en Amérique latine, ce qui est très étonnant. Et donc on va faire très attention de ne pas le transférer, parce que ça fait des dommages énormes, encore maintenant. Et la même chose pour le Banana Black Mosaic virus, alors lui il est réduit simplement en Inde et quelques pays d'Asie là. Et donc, ça montre qu'il faut passer par ces GHU. Donc et donc, dans le cas de la banane, ça se fait à l'université de Jean Blou. J'ai mis ça au point. Donc, c'est là où j'ai étudié. Je crois qu'il est très actif. Sébastien Massard, vous le connaissez,
La dernière fois, on s'était vu à Bordeaux, on en parlait. Et avec lui, on a mis au point. Donc, pour vous dire qu'il y a toujours la recherche, et donc ça a été publié, où on a mis en point un système qui s'appelle le pre-indexing. Donc, tout le matériel, on doit l'indexer, vérifier qu'il n'y ait pas de virus, mais il y a plus de 5 virus. Et donc, on a monté un catalogue, ou c'est plus qu'un catalogue, c'est donc un guide technique pour le mouvement spécial de la banane, dans lequel on reprend tous les virus et comment lutter contre ces virus. Et ça se fait pour toutes les plantes. Avant, ça se faisait avec la FAO. Et là, on l'a fait grâce à un réseau Mousanet dont je parlerai tout à l'heure que je coordonne. Et donc, si le matériel est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de problème, on peut le distribuer, il est libre à la distribution. S'il est infecté, on fait la thérapie, alors thermothérapie, culture de méristème, et ça dépend des virus, et chimiothérapie aussi. Ensuite, une fois qu'il est bien, le matériel est sain, il faut s'assurer qu'il soit bien caractérisé. Alors, LibGri, qui est maintenant Bioversity avec le CIAT, on a été très connus dans le temps pour développer les descripteurs qui permettent de caractériser chaque plante morphologiquement. Et dans le cas de la banane, il y a 121 descripteurs. Vous vous rendez compte, aller dans une collection de bananes, il faut le faire pendant 2 cycles, voir la forme de feuilles. Et donc, on a développé un système plus rapide, qu'on appelle les minimum descripteurs, qui en prennent une trentaine. Et donc, ici, c'est les cours de formation qu'on a organisés pour permettre, et en plus sur des tablettes, pour éviter les erreurs. Et ça permet aussi de bien reconnaître les bananiers, de distinguer un bananier d'un autre. Ceci s'applique évidemment sur plein de plantes. Mais il reste quand même la caractérisation moléculaire. Alors, on a pu caractériser toute notre collection, d'abord au niveau ploïdie, et ensuite, ploïdie par la cytométrie de flux, et en même temps, à ce moment-là, et ça c'était le projet Generation Child Program qui nous a permis de caractériser. Alors, vous voyez, comme ça nous permet de distinguer les différents sous-groupes. Je ne vais pas aller dans la taxonomie de la banane qui est assez compliquée, mais vous voyez, ici, en vert, là, c'est tous les plantains. Donc, il y a énormément de plantains dans notre collection. Là, vous avez les Cavendish, très proches des Gros Michel. Et donc, c'est très utile. Et on a fait ça dans un seul centre. Et là, on l'a fait dans le centre qu'on appelle maintenant le Musad Genotyping Center, qui se trouve en République tchèque, là où j'ai fait mon doctorat. Et donc, ainsi, il y a un autre problème dans les plantes à multiplication végétative qu'on garde in vitro, c'est le problème de variation somaclonale. Et donc, toutes les accessions qui ont plus de 10 ans, on les remet au champ, on vérifie. Ça nous permet aussi de bien les documenter. Donc, celles où on n'a pas d'informations, ça va. Avant, on le faisait dans plusieurs pays, et notamment, je travaillais avec la Guadeloupe, mais maintenant, la Guadeloupe a décidé de ne plus recevoir du matériel de notre collection. Je suis en pourparlers avec nos collègues du CIRAD pour essayer d'améliorer cette situation. Et donc, on le fait là en Puerto Rico. Et donc, on fait les deux en parallèle, donc évaluation morphologique et évaluation moléculaire. Ensuite, on rentre tout ça dans une base de données et on a ce qu'on appelle le Taxonomy Advisory Group. C'est un panel de 10 experts, chacun spécialiste dans différents types de bananes, soit les plantains, soit les bananes à cuire, soit les Cavendish, pour nous dire, voilà, on leur montre des photos, on leur montre tous les résultats. Est-ce que il faut qu'il y en ait au moins 2 qui soient d'accord pour dire que ce matériel est true to type, c'est-à-dire donc conforme à ce que ça doit être. Et sinon, et donc là jusqu'ici, on a fait 619 accessions. Et vous voyez, donc la plupart, heureusement, sont conformes, mais d'autres ont été soit dans le processus, on ne sait pas quand, il y a eu un mélange d'étiquettes, clairement. L'autre, misclassify, c'est-à-dire qu'on nous a envoyé le matériel comme étant quelque chose, mais qui n'était pas... au début, il n'y avait pas la cytométrie de flux, par exemple. Quelqu'un nous envoyait ça comme étant triploïde, et la cytométrie de flux, ça ne ment pas. C'était un diploïde, ou ce genre de choses. Et donc, les off-types, c'est vraiment les variations somaclonales, et ça, c'est dû à la culture... Non, ça ne marche plus, là. OK. Ah, vous avez appuyé sur... Donc, c'est pas grave. OK. Il a disparu, le crayon. C'est pas grave. Alors, ensuite, et maintenant, grâce au séquençage de la banane, on travaille beaucoup plus en détail. Et là, on a publié là, mais il y a une autre publication qui vient de sortir et qui permet de savoir les ancêtres des bananes actuelles grâce
l'étude du pan de génome. Enfin, c'est mes collègues qui ont travaillé là-dessus. Et ça change tout. Et ça permet de vraiment... Et les breeders, ça les intéresse de savoir quelles espèces sauvages sont intervenues pour telle ou telle variété comestible. Et donc, on a parlé de la collection active. Vous voyez tout ce qu'on fait comme recherche pour s'assurer que le matériel soit sain et conforme. Ensuite, il y a la collection à long terme, donc le base collection. Et pour les plantes à multiplication végétative, l'Université catholique de Louvain est très connue pour son expertise sur la cryoconservation. Et donc, sur les 1700, il y en a 1200, donc ça fait à peu près 70% qui sont conservés en plus 3 copies. Et une des copies est à l'IRD à Montpellier, avec, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent, on a parlé du café tout à l'heure, Stéphane Dussert est un spécialiste de la cryoconservation du café, et on travaille beaucoup avec lui, et donc il garde, c'est ce qu'on appelle une boîte noire, ce matériel, il met que l'azote liquide. Alors, beaucoup de gens critiquent cette méthodologie parce qu'elle est très chère, mais en réalité, il y a des études qui ont été faites, au bout de 15 ans, on rentre dans nos frais, et le gros avantage là, c'est qu'il ne faut pas régénérer comme les graines. Et donc, on a l'expertise sur plein de plantes en collaboration. Et j'ai vu que Angers est cité ici, regardez. Angers est là pour le Pelargonium. Donc, on ne travaille pas que sur les plantes comestibles, mais aussi Pelargonium. Et on travaille aussi donc, sur d'autres... on a travaillé, je crois que la France apparaît autre part. Ah oui, pour la banane, bien sûr. Ouais. Et donc, voilà, on arrive maintenant à... que faire pour garder toutes ces plantes? Toutes ces plantes à multiplication végétative ne sont pas considérées par le Svalbard, parce que Svalbard, ça ne concerne que les graines. Et donc, on a fait une étude de faisabilité pour savoir quelles sont les plantes qui sont en danger, maintenues que in vitro. Et vous voyez qu'in vitro, ce n'est pas 100% sûr à cause du problème de variance homoclonale. Au champ, il y a les problèmes d'intempéries. Et donc, la cryo nous permettrait de garder ça plus longtemps. Et... je me rappelle, je suis allé au Svalbard quand ils ont fêté les 10 ans. Donc ça a été développé en 2008. Et je suis allé là-bas pour présenter ceci. Et il y a une réaction très forte. Tout le monde m'a dit, mais c'est beaucoup trop cher. Et heureusement, dans le public, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le règne animal et qui a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, dans le règne animal, et aussi, on le sait, un humain, de la cryoconservation, c'est la routine. Mais les plantes, on est très en retard, donc on essaye de pousser cette initiative. On a le gouvernement belge, donc c'est aussi par mon influence, pour essayer de les convaincre de commencer en Belgique, parce que c'est en Europe qu'il y a le plus de plantes cryopréservées, bien que les États-Unis suivent juste après. Et donc l'idée, c'est très bien d'avoir le Svalbard. Tu en as parlé tout à l'heure, donc c'est, vous savez, Norvège. Et donc ça concerne que les plantes à graines. Et donc, nous, on aimerait travailler sur la cryo. Et donc, si vraiment on a ces deux méthodes-là, alors là, on peut dire que vraiment, on peut sauver l'humanité pour les plantes à multiplication, plantes comestibles. Et donc, on est en train de créer un projet. Donc, essentiellement, on s'attaque aux plantes qui sont les plus importantes pour la sécurité alimentaire, comme la pomme de terre, l'igname, le manioc, et ainsi de suite. Et... l'idée, c'est de créer des hubs régionaux et de renforcer les capacités, donner du savoir-faire, sauvegarder donc, par la cryopréservation, et donc créer un réseau mondial. Donc on a déjà le CIP, qui est aussi très avancé pour l'Amérique latine, nous pour l'Europe, l'ITA pour l'Afrique, l'Asie, on est en discussion, peut-être l'Inde, mais le problème de l'Inde, c'est qu'elle ne partage pas beaucoup son matériel, donc ça, on peut en parler. Et ensuite, je disais, donc c'est un centre de transit. Non seulement on acquiert le matériel, on travaille dessus pour le caractériser, mais il faut aussi le distribuer. Vous voyez, ça c'est l'évolution de notre banque de gènes depuis 1985. Et vous voyez, il y a certains pics que j'essaie d'expliquer qui ont été facilités parce qu'on a distribué le matériel sous ces 3 formes différentes. On s'est rendu compte que beaucoup de matériel qu'on distribuait, c'était pour faire des analyses moléculaires. Donc ça ne sert à rien de distribuer du matériel, des petites plantules quand on va après utiliser que l'ADN. Donc on a fait une collection de plantes, de feuilles léophilisées. Comme je disais, on envoie, avant d'envoyer le matériel au champ pour vérification, on fait pousser en serre, on recueille les feuilles et on fait une banque de feuilles léophilisées. On ne fait pas de banque d'ADN parce que ça dépend beaucoup de laboratoires, ont leur propre protocole. Ensuite, si
l'utilisateur a un laboratoire de culture in vitro parce qu'on distribue que 5 plantes par accession. C'est gratuit pour la recherche, pour la formation et pour recherche, formation et amélioration. Il faut montrer qu'il y a une amélioration génétique. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le TIRPA, mais le document qu'on appelle SMT en anglais. Ouais, d'accord, merci, vous avez entendu. Hein. Heureusement que tu es là pour m'aider, merci. Et oui, donc je disais oui, que le séquençage de la banane... Oui, attends, je reviens en arrière, là, je suis allé trop vite. Et donc, une des raisons pour laquelle aussi le matériel a été plus distribué, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui s'appelle le online, c'est-à-dire c'est un peu comme Amazon, on va sur Internet, on commande ce qui nous intéresse. Évidemment, plus on a des informations sur le matériel, mieux c'est. Et ça a permis de donner le boom, ça a été créé en 2012. Et surtout le séquençage de la banane. En fait, mon premier travail quand je suis arrivé, c'est de créer le consortium génomique de la banane. Et donc ça a commencé en 2001. Et certains d'entre vous connaissent, enfin ceux qui travaillent dans la génomique, le Plant and Animal Genomic conférence internationale qui a lieu chaque année en mois de janvier à San Diego. Et donc là, j'ai établi un atelier spécifique sur la banane et ça a permis d'amener des chercheurs du monde entier. Et là, on discute vraiment de nos priorités. Et on a eu aussi un rôle majeur des Generation Challenge Programme, j'en parlais hier soir avec un collègue qui est là. Et qui a joué un rôle très important. Et là, il y a un spécialiste du riz, par exemple. Et donc, vous savez que le riz a été un des premiers. Après Arabidopsis, ça a été le riz qui a été séquencé, parce que le génome est tout petit. Mais aussi, c'était très intéressant pour la banane, parce que c'est 2 monocotes. Et les 2 extrêmes des monocotes, c'est le riz et la banane. Et donc, pour les études comparatives, et donc, on a eu beaucoup d'appui de la part de chercheurs japonais, là. Et ensuite, une fois qu'on avait des projets, il fallait essayer de trouver un financement. Donc, on est allé au John Innes Institute. On a mis un meeting avec les 3 grandes multinationales de la banane, Chiquita, Dole et Del Monte, qui n'exportent que 15% du marché de la banane. Hein, donc, ce n'est pas non plus énorme. Mais quand même, on les a prévenus. On a dit, vous savez, la Cavendish, ça ne va pas durer longtemps. Vous devriez nous aider à séquencer une banane. Et la réponse a été, oui, mais combien de temps il faut pour avoir une banane résistante? Ah, ben écoutez, pour le moment, il faut à peu près 15 ans. Mais grâce au séquençage, je pense qu'on peut descendre à 10 ans. Et ils nous ont dit, non, nous, long terme, c'est 6 mois. J'ai dit, mais la banane, il faut plus de 6 mois pour la faire pousser. Donc, on voyait qu'on ne se comprenait pas. Et donc, on a dû trouver d'autres moyens. En même temps, ce qui a joué un rôle important dans le consortium, c'est quand on a créé le Musa Genotyping Center, c'est-à-dire les gens envoient leurs feuilles quand ils ne savent pas, envoient leurs feuilles, on leur explique. Tout ça, c'est sur un site internet, le Musanet, et on explique comment envoyer leurs feuilles, et ça leur permet de caractériser. Et ça a beaucoup aidé. Et aussi, on avait un centre de diversité. Vous savez qu'au début, on travaillait beaucoup sur les bandes de BAC. Pour séquencer, c'était très cher. Et ce qui a fait toute la différence, c'est ici, quand on se réunit, donc c'est une des réunions, là, vous voyez, vous la connaissez peut-être, c'est Angélique Donte, qui a réussi à convaincre l'ANR de mettre le paquet pour séquencer le génome de la banane. En fait, c'était en Guadeloupe, vous avez entendu parler du chlordécone, qui a fait un scandale énorme. Et ça a convaincu le directeur de l'ANR de convaincre, de donner un financement donc pour séquencer le génome banane. Et ça, c'était en 2012. Et donc, ça nous a permis d'avoir cet article dans Nature, montrer l'évaluation. Et c'est mon collègue ici, Mathieu Roy, qui a eu cette super idée du VEN, qui a eu des félicitations pour avoir trouvé cette figure montrant donc les liens entre les différentes espèces au niveau des gènes. Et maintenant, on passe plus à l'aspect utilisation. Et donc, là, j'ai donné quelques exemples pourquoi il est important de classifier donc, le rôle de la génomique dans les banques de gènes. Ça nous permet une meilleure classification. Ça permet de savoir ce qui manque. Ça permet aussi de s'assurer l'intégrité génétique du matériel. Et donc, toute cette connaissance des données, évidemment, est recueillie dans des bases de données.
Et maintenant, de plus en plus, on voit des applications directes pour comprendre les traits, soit que ce soit des résistants biotiques ou abiotiques, et aussi pour des éléments très importants pour la nutrition, telle que la vitamine A, et aussi mieux comprendre la structure des chromosomes. On travaille très fort avec le CIRAD là-dessus. Donc, je vais donner des exemples d'abord sur la sécheresse. Donc, on a notre banque de gènes. On a développé quelque chose qui s'appelle le Banana Container. C'est un container complètement adapté pour pouvoir vraiment vérifier, tout mesurer, la lumière, la température, l'humidité. Et donc, l'avantage de là, c'est que la collection est juste à côté. Et donc, on arrive à screener les variétés qui montrent une certaine tolérance à la sécheresse. Mais bien sûr, après, il faut faire d'autres. Et là, on travaille avec l'INRAE, parce qu'ils ils ont une plus grande serre là à Montpellier, où on teste ces variétés. Donc il y a un premier screening là, un autre, et enfin il faut évidemment valider au champ. Ici c'est en Tanzanie, où évidemment c'est plus proche de l'agriculture, mais ça permet d'aller plus vite et de trouver la variété qui montre le plus d'intérêt. Et enfin, donc le TR4 qui nous préoccupe beaucoup, qui est arrivé en Amérique latine en 2019, ça a commencé en Colombie, et peut-être, je crois que c'est 2021 qu'elle est apparue au Pérou. Et au Pérou, c'est beaucoup plus grave qu'en Colombie, parce qu'en Colombie, c'est des grandes exploitations, ils arrivent à éviter que ça se propage, bien que ça s'est déjà propagé dans 3 différents endroits de production. Mais au Pérou, c'est surtout des petits producteurs, et très difficile, et donc là, ça fait des ravages terribles. Donc on a fait des recherches, c'est mon collègue Miguel Dita, qui a travaillé là-dessus pour d'abord séquencer le champignon et aussi trouver des méthodes d'éviter que ça se propage. Et notamment trouver aussi d'autres variétés, parce qu'ils ont heureusement beaucoup de diversité. Et donc, je termine par cet exemple sur l'importance au niveau nutritionnel. Il y a un projet qu'on avait, c'est du post-harvest, qui concerne... donc, vous voyez, je vais accélérer un petit peu là. On me fait signe qu'il faut aller plus vite. Donc, enfin, je ne vais pas répéter tout ce qui est là, mais là, vous savez l'importance de la vitamine A, surtout ceux qui travaillent sur la carotte. Tiens, il se réveille. Et donc, la banane, il y a des bananes qui ont encore plus de vitamine A que la carotte et qui sont complètement oranges. Et donc, on a eu ce projet de tester dans notre collection, parce qu'on a beaucoup de variétés qui viennent du Pacifique, donc c'est essentiellement du Pacifique. On a screené toutes ces variétés et on a obtenu 6, vous voyez les noms là, qui montrent une très haute teneur. Et ça a été de l'évaluation participative chez le fermier. Et on m'a montré, donc ils ont évidemment évalué l'importance agronomique avec l'importance de vitamine A. Et ça a été un grand scandale avec le traité, parce que c'est de l'utilisation directe. On n'est pas passé par l'amélioration génétique. C'est directement du matériel qui vient d'un continent à un autre continent. Et le traité nous interdit que ce matériel soit utilisé directement par les fermiers. Alors on est en pourparlers, justement, parce que je ne suis pas le seul. Les gens du CRISAT et du CARDA font la même chose, distribuent du matériel, ce qu'on appelle les land race. Et on nous demande de faire un impact. Là, il y a un impact, c'est clair. Et maintenant, vous nous bloquez. Et donc, ils sont en train de reconsidérer. Parce qu'évidemment, quand une grosse exploitation bénéficie de ça, elle doit payer. On n'interdit pas, c'est-à-dire du moment. Mais on ne peut pas demander à des petits producteurs là, de donner au fond. Donc, on essaye de trouver ce qu'on appelle un threshold, un minimum pour permettre. Et ça, pour parler là pour le moment. Et de changer le SMTA pour mettre, en plus de formation, amélioration et distribution, de mettre distribution directe. Et donc, c'est les questions que je pose, mais là, je vais passer les détails là-dessus. Donc, et puis, c'est là où je mentionne un peu la France, parce que faire avec du matériel? Je travaille beaucoup avec la Guadeloupe. Je suis en train maintenant de essayer de transférer du matériel qui a été amélioré en Guadeloupe, en Inde, par exemple. Et donc, c'est très difficile avec le traité. Donc, il ne faudrait pas que le traité bloque un peu tous ces aspects de distribution. Et on pense qu'il faut travailler beaucoup plus avec le secteur privé qui a un rôle à jouer là-dedans. Et donc, il faut, comme je disais, tout ça, ça produit énormément de données. Donc, chaque banque de gènes a sa propre banque de données. On l'appelle Musa Gene Bank Management System, qui permet de mesurer, tracer exactement tout ce qu'on fait sur les accessions. Mais notre centre aussi est assez unique au sein du CGIA, parce que
là, on a, vous voyez, 7025 accessions de bananiers si on implique toutes les collections nationales. Et donc, je suis responsable d'un réseau qui s'appelle Mouzanet et qui, donc, là, les points bleus que vous voyez, c'est toutes les collections les plus importantes de bananes. Et on travaille au niveau régional. Donc, on a Mouzalac pour l'Amérique latine, Mouzafrica pour l'Afrique et BAPNet pour l'Asie et le Pacifique. Et ça, c'est les cours de formation qu'on a, au fil des années, développés pour... Ça, c'est tous les curateurs des différentes régions qu'on forme sur comment caractériser leur matériel, parce qu'on doit vraiment travailler ensemble, main dans la main, pour s'assurer que toute la caractérisation se fait. Et si on sait tout ce qu'il y a dans les collections, on peut mieux cibler les espèces sauvages qui nous manquent dans ces collections. Et donc voilà le réseau Mouzanet, ou qui a d'autres intérêts aussi. On peut trouver toute la littérature. Et on a développé une stratégie, et là c'était à Montpellier en 2016, où on a lancé cette stratégie. Et donc voilà, je termine en disant l'importance d'un transit center. Ça permet donc d'acquérir des accessions, donc transit, hein, les gens peuvent nous envoyer du matériel et le recevoir gratuitement, nettoyé et caractérisé. L'avantage de travailler avec des universités et des centres avancés de recherche comme le CIRAD ou l'INRAE, ça donne de la valeur ajoutée au matériel, de faire toutes ces recherches de caractérisation et d'évaluation. L'importance des communautés de pratique et de travailler pour sauvegarder la diversité. On ne peut plus faire de la recherche seul maintenant, il faut travailler ensemble. Et donc ce modèle de transit pourrait être appliqué sur d'autres cultures. Voilà, tous les organismes avec lesquels on travaille, c'est les membres principaux de l'équipe avec qui je travaille et ceux qui ont contribué au financement de tous les projets. Voilà, merci beaucoup et merci à l'Institut en gros encore pour donner l'opportunité de prendre. Merci Nicolas. On est très en retard, donc restez une seconde ici avec nous. Je vous propose une ou deux questions rapides et des réponses rapides aussi, Nicolas. Et après, on ira manger immédiatement. On passera les deux jeunes doctorants tout à l'heure. Y a-t-il une ou deux questions rapides? Sinon, on va manger immédiatement. Et puis, vous pourrez discuter avec Nicolas. Je vous en prie, madame. Je vous amène le micro. Rapide, hein, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'ai juste une question. En visitant, je crois que c'est Keijin, ils ont communiqué, ils ont un programme pour plusieurs privés d'amélioration de la banane. Donc, ils se sont adressés à vous pour récupérer des... Non, pas vraiment, non. Ah. Mais je connais très bien, on travaille ensemble. J'étais impliqué dans le consortium génomique. Mais oui, donc ils ont créé cette variété, mais qui n'a pas encore été testée sur le terrain. Donc, mais il y a une autre équipe aussi en Australie qui, eux, viennent avec des OGM qui, apparemment, vont être acceptés. Donc, c'est la première fois qu'on a des OGM de bananes en Australie. C'est en pourparlers. Autre question, merci. Depuis 1992, le principe, c'est la souveraineté des États sur les ressources génétiques. Hein. Dans le cas des collections CGIAR, quel est exactement le statut? Tu parles de collections internationales qui n'appartiennent à personne. Enfin, voilà. Comment c'est considéré? Au contraire, ça appartient à tout le monde. Oui, donc c'est des biens publics. Tout le monde, c'est souvent en personne aussi. Ouais. Alors qui gère ces collections? Donc c'est la FAO, c'est sous le traité. Donc nous, on dépend complètement du traité. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus le CBD. Alors là, tu vas m'aider. Le CBD, hein, la Convention pour la biodiversité biologique. Ouais. On s'arrête là pour l'instant. Allez, je vous propose qu'on aille manger dans le grand hall. Les étudiants, attention, il y aura encore une autre photo avec vous. Il va falloir suivre Luc qui va encore prendre une photo. Et puis on se retrouve ici dès 13h30. Hein. On avance un peu plus tôt pour passer les étudiants-chercheurs. Merci à vous, à tout à l'heure. Bon appétit. À Montpellier en 2016, on a lancé cette stratégie. Et donc, voilà, je termine en disant l'importance d'un transit center. Ça permet donc d'acquérir des accessions, donc transit. Hein, les gens peuvent nous envoyer du matériel et le recevoir gratuitement, nettoyé et caractérisé. L'avantage de travailler avec des universités et des centres avancés de recherche comme le CIRAD ou l'INRAE, ça donne de la valeur ajoutée au matériel, de faire toutes ces recherches de caractérisation et d'évaluation. L'importance des communautés de pratique et de travailler pour sauvegarder la diversité. On ne peut plus faire de la recherche seul maintenant, il faut travailler ensemble. Et donc ce modèle de transit pourrait être appliqué sur d'autres cultures. Voilà, tous les organismes avec lesquels on travaille, c'est les
les membres principaux de l'équipe avec qui je travaille et ceux qui ont contribué au financement de tous les projets. Voilà, merci beaucoup et merci à l'Institut en gros encore pour donner l'opportunité de prendre. Merci Nicolas. On est très en retard, donc restez une seconde ici avec nous. Je vous propose une ou deux questions rapides et des réponses rapides aussi, Nicolas. Et après, on ira manger immédiatement. On passera les deux jeunes doctorants tout à l'heure. Y a-t-il une ou deux questions rapides? Sinon, on va manger immédiatement. Et puis, vous pourrez discuter avec Nicolas. Je vous en prie, madame. Je vous amène le micro. Rapide, hein, s'il vous plaît. Merci. Moi, j'ai juste une question. En visitant, je crois que c'est Keijin, ils ont communiqué, ils ont un programme pour plusieurs privés d'amélioration de la banane. Donc, ils se sont adressés à vous pour récupérer des... Non, pas vraiment, non. Ah. Mais je connais très bien, on travaille ensemble. J'étais impliqué dans le consortium génomique. Mais oui, donc ils ont créé cette variété, mais qui n'a pas encore été testée sur le terrain. Donc, mais il y a une autre équipe aussi en Australie qui, eux, viennent avec des OGM qui, apparemment, vont être acceptés. Donc, c'est la première fois qu'on a des OGM de bananes en Australie. C'est en pourparlers. Autre question, merci. Depuis 1992, le principe, c'est la souveraineté des États sur les ressources génétiques. Hein. Dans le cas des collections CGIAR, quel est exactement le statut? Tu parles de collections internationales qui n'appartiennent à personne. Voilà. Comment c'est considéré? Au contraire, ça appartient à tout le monde. Oui, donc c'est des biens publics. Tout le monde, c'est souvent en personne aussi. Ouais. Alors qui gère ces collections? Donc c'est la FAO, c'est sous le traité. Donc nous, on dépend complètement du traité. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus le CBD. Alors là, tu vas m'aider. Le CBD, hein, la Convention pour la biodiversité biologique. Ouais. On s'arrête là pour l'instant. Allez, je vous propose qu'on aille manger dans le grand hall. Les étudiants, attention, il y aura encore une autre photo avec vous. Il va falloir suivre Luc qui va encore prendre une photo. Et puis on se retrouve ici dès 13h30. Hein. On avance un peu plus tôt pour passer les étudiants chercheurs. Merci à vous, à tout à l'heure. Bon appétit.